Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Mais vous m'avez tellement manqué. Non mais c'est vrai, ça fait longtemps, on s'est pas vu depuis quand déjà? Depuis le dernier épisode bien sûr. Attendez, j'essaie de me remémorer. Oui, c'était le dernier épisode consacré à la thématique d'Halloween. On avait parlé de Halloween dans les parcs Disney, mais aussi à Walibi Belgium où je m'étais éclaté lors de Ibilo. Un épisode sur lequel encore j'ai eu de super retours et je découvre aussi ce qu'on appelle le wrap, le récap de vos consommations Spotify depuis quelques jours. Et vous avez été tellement nombreux à me mentionner sur ces récaps à la fois YouTube aussi mais Spotify, et j'étais très étonné de me voir dans des top 5, dans des top 3 d'écoute aux côtés de podcasteurs parcs à thème et Disney qui sont quand même là depuis bien longtemps, et pour moi c'est un honneur de figurer dans ces classements parce qu'il y a certains de ces podcasts que j'écoute et que j'adore, et c'est vrai surtout que j'ai pris un plaisir incroyable depuis un an à enregistrer ces épisodes, pas forcément de manière très régulière, vous l'avez constaté, mais un format dans lequel je m'épanouis tellement. Si vous saviez à quel point je m'épanouis dans ce format où on peut traiter toutes sortes de thématiques, on peut prendre le temps, on peut discuter de choses dont je ne peux pas parler sur la chaîne YouTube. Donc encore merci pour vos retours, vos écoutes, et on continuera en 2026 avec une nouvelle saison et bien entendu des épisodes perturbés. Parfois je vous rencontre sur le parc et vous êtes nombreux à me parler du fait que c'est quand même les épisodes que vous préférez, ou en tout cas ceux qui sont les plus dynamiques. C'est vrai que on s'est beaucoup amusé à enregistrer l'épisode spécial sur Epic Universe, à Tokyo Disneyland, et on va bientôt se retrouver pour enregistrer des nouveaux épisodes perturbés. Il y a des thématiques dont je peux pas vous parler parce qu'il y a quelques projets en cours de mon côté, mais vous pouvez déjà être sûr qu'il y aura un épisode perturbé sur l'ouverture du World of Frozen et notre review complète du land. Et d'ailleurs ça m'amène au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission que j'adore. C'est un format que j'adore puisqu'on va traiter ensemble des Park Fan Awards. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. En fait, vous savez, les Park Fan Awards, c'est cette rencontre de fans de parcs à thème, et c'est organisé par Parc Actu. Cette année, ça avait lieu au Parc Astérix et je faisais partie du jury et j'étais sur place aussi pour suivre cette remise de prix, et je vous dirai en fait pour qui j'ai voté et ce que je pense des différents lauréats. Et enfin, en première partie, donc vraiment en deux parties, première partie consacrée à ce qui s'est passé du côté de Disney, du World of Frozen. On va redétailler ensemble les annonces, le détail de toutes ces annonces, et je vais vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé, encore une fois pour traiter ce dont on n'a pas forcément parlé en vidéo. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire, et je vous propose qu'on démarre maintenant. C'est parti. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, on va parler du World of Frozen. Ça y est, la date est officielle, ouverture le 29 mars 2026. Le monde de la Reine des Neiges, mais pas que. C'est aussi Disney Adventure Bay, le lac, et Disney Adventure Way qui ouvre, cette avenue qui conduit jusqu'au lac, dans ce parc qui actuellement, en ce moment même, est en train de changer de nom, puisque vous le savez, la mention du Walt Disney Studio a disparu sur le château d'Oreille. Ça va s'appeler donc Disney Adventure World, un nom vraiment dont je suis pas très fan, je l'avais déjà dit, ça m'évoque rien, et puis c'est confusant aussi par rapport à d'autres marques Disney qui comportent la mention Adventure, c'est confusant aussi avec Adventureland, et puis c'est en fait un fourre-tout qui permet de légitimer toutes ces incohérences thématiques dans ce parc. Bref, alors, c'est pas le seul parc Disney à souffrir de ça. En tout cas, j'espère que ce second parc Disney, le plus petit, le plus mal aimé des fans, va peut-être remonter dans le classement. Malheureusement, j'en suis pas si sûr, mais on va suivre ça ensemble en début d'année prochaine. Donc le 29 mars 2026, pour rappel, ça veut dire que en réalité, au moins un mois à 3 semaines avant, il y aura bien entendu des previews pour les cast members, des previews pour les membres pass annuels, les insiders aussi j'imagine, d'autres influenceurs, la presse, il y aura probablement un press event assez grandiose. C'est quand même pas si fréquent que Disney puisse annoncer une date d'ouverture avec autant de temps en avance. On l'avait vu pour le Avengers Campus, la date avait ça avait pris du retard et la date avait été annoncée assez tardivement. Là ils avaient promis le printemps 2026, promesse tenue, ça on peut le dire, puisque c'est plutôt début du printemps. Période
à laquelle la végétation va commencer à repousser, où la météo sera plus clémente. Donc ce sera aussi tout aussi agréable de découvrir l'extension dans ces conditions climatiques, plutôt qu'en plein hiver, c'était un peu ma crainte. Et donc ils ont dévoilé tout ce qui en fait entoure l'inauguration de cette zone, que ce soit les spectacles. Ils n'ont pas tellement parlé de l'attraction, parce que l'attraction pour l'instant n'a pas été montrée, en tout cas dans sa version parisienne. Ils ont utilisé des images de Hong Kong Disneyland. Ils ont aussi officialisé le lancement un petit peu des travaux de la zone Roi Lion, puisqu'elle apparaît sur une espèce de nouvelle carte du parc qui a été dévoilée sur le site de Disneyland Paris. Et on voit des petites grues à côté de la zone Roi Lion, ce qui officialise donc le lancement de cette extension. Et donc je vous propose qu'on se plonge dans les différentes zones thématiques, à commencer donc par la principale, celle qui est la plus attendue, c'est bien sûr la Reine des Neiges. Donc le World of Frozen a été dévoilé, il est évidemment extrêmement proche de la version d'Hong Kong, et au début j'étais peut-être un peu déçu qu'elle soit si proche de la version d'Hong Kong, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est déjà la meilleure des versions, puisque après avoir visité Tokyo Disney Sea, où il y a justement une petite zone World of Frozen, je peux vous dire que là la thématique est beaucoup moins bien travaillée, c'est beaucoup plus petit, un peu étriqué, enfin c'est assez spécial cette zone à Tokyo, et ça contraste avec le succès de l'attraction qui pour le coup est extraordinaire à Tokyo et un peu plus basique à Hong Kong. Et donc sur le plan architectural, on va découvrir cette majestueuse montagne du nord qui est haute de 36 mètres et qui cache en fait l'immense show building de l'attraction, et sur lequel culmine le palais de glace d'Elsa qui a été installé ces derniers jours, donc en perspective forcée, qui pour rappel ne sera pas tout à fait centré par rapport au concept art d'origine qui avait été dévoilé de Disney Adventure World. Et puis au pied de ce massif s'étendra le village d'Arendelle avec sa place animée, bordée de bâtiments colorés, d'inspiration nordique bien sûr, et de points d'eau scintillants. Alors en termes de thématique, je trouve ça très réussi. Après, c'est le goût et les couleurs. Alors c'est très coloré certes, mais pour ce qui est du goût, moi c'est pas une de mes zones thématiques Disney préférées. Tout simplement parce que c'est pas un type d'architecture qui m'évade tant que ça. Le seul côté un peu fantastique et fantaisiste, c'est bien sûr la présence du palais de glace d'Elsa au loin. En fait, plus c'est décorrélé du réel, plus c'est ce que j'adore. Le World of Pandora, donc sur le monde d'Avatar, ou alors Galaxy's Edge, bien sûr, même si ça rappelle bien sûr certaines zones de la planète. Il y a aussi Zootopie. Zootopie, bien sûr, c'est un hommage à des villes comme Singapour, comme Hong Kong, Shanghai, mais c'est tellement plus hors norme, ça sort tellement du réel, c'est tellement hors norme que ça marque les esprits, et donc c'est un type de zone dans lesquelles je me suis sans doute plus amusé que le World of Frozen, qui est clairement un peu plus tristoun à côté, un peu moins animé. Néanmoins, il faut reconnaître que la zone est très jolie, les finitions ont l'air très très belles, et j'ai une impression aussi, mais peut-être attention que c'est déformé par les photos, c'est que les zones ont l'air un tout petit peu mieux espacée, un peu plus grande que dans la version de Hong Kong, en tout cas pour la zone qui est répliquée, puisque vous le savez, à Hong Kong, la zone est un tout petit peu plus grande, puisqu'elle comprend un coaster et un autre espace de divertissement. Mais de ce que je vois là, notamment de la ruelle principale, de l'entrée de l'attraction, des façades, j'ai l'impression que c'est un peu mieux espacé, un peu moins enclavé. Peut-être que je me trompe et que c'est une illusion, mais c'est une première impression, et je verrai si elle est confirmée lors de ma première visite. Donc à l'entrée du village d'Arendelle, vous aurez ce qu'on appelle la fontaine de l'amitié. Alors cette fontaine de l'amitié, elle est magnifique, elle marque en fait l'entrée dans le land, et elle apparaît dans le classique d'animation. En revanche, quelques premières images montrent ce que vous n'avez pas vu chez la plupart des créateurs de contenu qui étaient invités, ou même de la presse, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément le réflexe de montrer ça, et aussi peut-être parce que c'est pas très beau à montrer, mais en fait lorsque vous voyez la fontaine de face, avec derrière le décor du World of Frozen, la montagne, l'entrée de l'attraction, c'est magnifique. En revanche, lorsque vous positionnez à l'arrière de la fontaine, ce que vous voyez, c'est effectivement le Hollywood Tower Hotel. Vous avez une sorte d'énorme intrusion visuelle qui est principalement incarnée par le Hollywood Tower Hotel, mais c'est pas la seule intrusion. Vous avez des éléments de Toy Story Playland aussi, et puis même des éléments de Adventure Way Bay qui font de l'intrusion sur le décor du World of Frozen, et ça c'est très particulier, et c'est vrai que vous ne retrouvez pas ça ni à Hong Kong ni à Tokyo. Et ça c'est le gros problème du Walt Disney Studio, et c'est vrai qu'il y a énormément de puristes qui contestent ces intrusions visuelles, et je fais partie de ceux qui les contestent. Pour moi, c'est tout l'art, en principe, de l'Imagineering, c'est d'éviter ce genre de choses. Vous avez quand même quelques célèbres intrusions visuelles qu'on peut retrouver un peu partout dans les parcs Disney, comme par exemple le show building de Cosmic Rewind à Epcot, qui
qui pose vraiment problème dans certaines zones, mais il a été peint en bleu pour le camoufler un petit peu. Vous avez aussi le Hollywood Tower Hotel aussi, à Epcot, qu'on voit au loin, mais qui a été peint d'une certaine couleur pour rappeler le pavillon marocain, puisqu'il apparaît à peu près dans cette zone-là, sur certaines perspectives. Vous avez aussi l'intrusion du showbuilding de Tron, qui a posé problème, mais enfin qu'on voit pas finalement tant que ça à l'intérieur du parc, c'est plus à l'extérieur. Vous en avez tout un tas, hein, je vais pas toutes les énumérer. Le Hollywood Tower Hotel aussi en Californie a posé problème, mais par exemple, la création de Cars Land en Californie, à Disney California Adventure, a été une réussite incroyable parce que complètement isolée du reste de la ville, et c'est quand même une zone du parc où vous ne pouvez pas apercevoir les buildings qu'il y a tout autour, donc il y a quand même eu un travail d'isolement de ces zones-là. Là, ça n'a pas été le cas ici à Disneyland Paris, et c'est quand même pour moi un vrai problème. Et ce sera un problème pour toutes les zones thématiques en fait qui seront développées autour de Adventure Bay, puisque ce Hollywood Tower Hotel est beaucoup trop proche de l'entrée du parc. Et ça, c'est un vrai souci. Il a été extrêmement mal positionné et c'est très compliqué d'isoler désormais un édifice de cette ampleur du reste du parc parce qu'il est planté en plein milieu de l'entrée et en plein milieu. Alors, il y avait quand même une autre solution, c'était de vraiment mieux isoler le World of Frozen, et je crois comprendre qu'ils ont trouvé une solution que j'avais pas compris au départ, mais peut-être, alors c'est une interprétation de ma part, mais quand vous arrivez sur le World of Frozen, vous avez une avenue principale, et vous avez un grand restaurant, et vous avez un espace couvert, qui est simplement couvert à Hong Kong. Et chez nous, il n'est pas simplement couvert, il est fermé. Et si je dis pas de bêtises, même il accueille une sorte de boutique, si je dis pas de bêtises, mais je voudrais pas m'avancer parce que je suis pas sûr de tout ce qui a été montré. Et donc le fait qu'il soit fermé, mine de rien, ça coupe la vision qu'on peut avoir vers le Hollywood Tower Hotel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se plonge dans l'avenue, à cause de ce bâtiment, ou grâce en tout cas à ce bâtiment, notre vue est coupée, notre vision est coupée vers le Hollywood Tower Hotel. Ce qui est pas si con. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait en fait. C'est peut-être une théorie complètement fumeuse, mais c'est peut-être l'un des moyens qu'ils ont utilisé pour camoufler la tour. Pour moi, un autre moyen aussi, c'était de renforcer la végétation à proximité du village d'Arendelle, mais ça coupait la vision des visiteurs, notamment sur le lac, et en raison du show nocturne, à mon avis, le choix a été fait de bien dégager toutes les allées. Tous les shows nocturnes des parcs Disney posent problème maintenant depuis plus de 10 ans, depuis qu'il y a les mappings notamment sur les châteaux, puisque on retire la végétation sur les Central Plaza, on retire la végétation partout. Selon moi, c'est une erreur. Ça vous éloigne en fait de l'immersion de manière générale. Ça nous confronte parfois trop brutalement à certains bâtiments. Ça renforce la chaleur, alors surtout en Floride, enlever de la végétation, ça vous prive d'ombre et ça c'est un vrai problème, notamment sur le hub du Magic Kingdom. Donc ils n'ont pas eu tellement de choses à raconter sur les attractions, ni même sur la thématique. Alors il y a quand même une petite différence de storyline que j'ai notée. À Hong Kong, c'est la journée de la neige en été, comme à Epcot d'ailleurs. C'est des zones où peut-être qu'il fait plus chaud tout au long de l'année. Chez nous, ils ont décidé de retirer le jour de la neige en été. Ça fait des années sur ma chaîne que je raconte que c'est la thématique du land, mais en fait, en toute discrétion, ils l'ont modifié. Ça s'appelle finalement le Festival de la fleur de neige. Ça permet de décorréler cet événement de la saison de l'été, tout simplement. Alors, il va falloir voir comment ça va être travaillé dans le parcours et avec les costumes des personnages qui font quand même très référence à cette saison. Donc je pense qu'ils ont bidouillé notamment sur la partie dialogue, mais j'ai pas l'impression pour autant qu'ils ont abandonné les costumes qu'on voit dans Frozen Ever After. Donc ça c'est un détail qui est passé un peu inaperçu mais que j'avais noté au moment de la sortie du communiqué de presse. Et puis ils ont surtout mis en avant les divertissements de la zone, parce que ce sont des divertissements en partie exclusifs, et puis c'est ce qui démarque en fait la zone de Hong Kong Disneyland. Comme vous le savez, on a une zone qui est plus petite mais qui accueille un espace de divertissement différent. À Hong Kong vous avez le château d'Arendelle qui existe, mais c'est un vrai élément de décor. Chez nous aussi en réalité c'est un vrai élément de décor, mais il sert de prétexte pour une expérience qui sera positionnée en réalité juste devant, l'expérience de rencontre avec les personnages, donc c'est-à-dire Anna et Elsa, dans le château d'Arendelle. Et donc là on va pouvoir traverser une galerie de portraits du château, dont les ultimes détails décoratifs seront achevés dans les prochaines semaines, donc on a encore assez peu d'images de l'intérieur, mais il y en a quand même eu, notamment de Elsa et Anna sur leur point de rencontre, et on pourra rencontrer les deux sœurs, là apparemment dans leur habit du deuxième film, pour un moment exclusif. Alors moi je trouve que c'est génial, parce que déjà le nombre de visiteurs qui veulent rencontrer la Reine des Neiges, c'est un délire. Je me rappelle qu'à l'époque du lancement du film, il y avait plus de 4 heures d'attente au pavillon des princesses. C'est un type de configuration aussi qui permet de mieux gérer le temps d'attente avec les réservations virtuelles, mais surtout le fait qu'il y ait plusieurs salles, désolé de briser la magie, mais le fait qu'il y ait potentiellement plusieurs salles, ça peut aussi améliorer le débit, et puis surtout ça permet de donner vie au décor. Et ça c'est toujours une expérience aussi magique pour les enfants, même pour les fans, pour les visiteurs,
de pouvoir imaginer qu'ils se baladent dans les allées du château, c'est une expérience incroyable qui n'existe pas à Hong Kong, alors qui existe à Tokyo, mais sous une autre forme, puisque c'est un espace de restauration qui, par ailleurs, est magnifique, c'est ce que j'ai préféré dans la zone, et c'était la partie la plus réussie. Mais le château avait son apparence, disons, d'origine, en bois, sans que les toits soient glacés. Vous savez, chez nous, on reprend l'histoire après la fin du premier film, et donc les toitures sont glacées grâce au pouvoir d'Elsa. Et puis, il y a aussi un nouveau spectacle, alors là pour le coup unique au monde, qui va être proposé sur non pas le lac Disney Adventure Bay, mais sur une étendue d'eau qui fait face à Arendelle, qui est juste avant, sur laquelle tous les jours des dracars vont apparaître lors d'un spectacle qui va s'appeler Célébration à Arendelle. Ça c'est vraiment une super idée. Un spectacle haut en couleur d'une 15aine de minutes qui va permettre à tout le monde en fait de voir les personnages au moins une fois, même s'ils ne pourront pas les approcher. Elsa, Anna, Olaf aussi et Christophe. Et ils pourront prendre part aux célébrations. Et les personnages seront à bord de 3 majestueux dracars développés en collaboration avec un constructeur naval français qui est renommé pour ce type de réalisation dans le bassin d'Arcachon. Et les personnages vont en fait se déplacer sur l'eau lors de ce spectacle en interprétant des titres cultes de la saga comme Libéré, délivré ou encore Je te cherche. Le concept art qu'ils ont partagé est magnifique et c'est vrai que ce que je reproche en fait au World of Frozen de manière générale, et vous allez tout de suite le comprendre quand vous le visiterez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est qu'il est assez froid, il est assez statique, alors que dans Zootopie tous les décors bougent, dans Galaxy's Edge il se passe aussi toujours quelque chose quelque part avec toutes les activations de personnages, donc heureusement que la team spectacle a été mobilisée pour proposer ça, et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Et en parlant d'Olaf justement, ils ont dévoilé cette audio animatronics, c'est probablement l'image qui a le plus circulé, même en dehors de la sphère Disney, tous mes collègues m'en ont parlé, tous ceux qui n'étaient pas connaisseurs étaient assez bluffés, moi-même j'avoue j'étais extrêmement bluffé quand j'ai vu le personnage, parce que j'ai cru que c'était un motion, que c'était un petit effet spécial rajouté pour faire de la pub. J'ai pas compris tout de suite que c'était un petit audio animatronics qui sera proposé dès le début de l'année, si je dis pas de bêtises, à Hong Kong Disneyland et dès l'ouverture chez nous à Disneyland Paris. Et donc ce nouveau personnage, il a été développé par Walt Disney Imagineering, et donc ça fait penser aux fameux BDX aussi qui ont cartonné dans les parcs Disney mais qui ont malheureusement à nouveau disparu, en tout cas à Disneyland Paris. C'est pas très clair dans le communiqué de presse, mais à Hong Kong il va faire des apparitions limitées, alors que à Disney Adventure World ils disent qu'il arrive bientôt, sans dire si ce sera dans un temps limité ou pas, donc je comprends pas très bien. Donc c'est un petit personnage qui va pouvoir interagir avec les visiteurs autour de lui, et d'après ce que j'ai compris, il est quand même un chouïa plus autonome que le BDX, parce qu'au final le BDX était quand même à 100% contrôlé, mais je veux pas m'avancer sur toutes les spécificités techniques du personnage. En tout cas il est extrêmement réussi, très fidèle, et c'est vrai que ça c'est un type d'expérience dont je raffole, qui sont virales sur les réseaux sociaux mais que j'adorais déjà avant ça. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans un parc à thème. C'est quand vous voyez des choses un peu surnaturelles comme ça que vous comprenez que vous n'êtes pas dans la vraie vie, que vous êtes dans un parc à thème, et c'est ce que pour moi doit amener le parc à thème. Il doit vous faire sortir du réel, il doit vous faire voir des choses que vous ne voyez pas dans la réalité. En tout cas c'est ma vision du parc à thème, et c'est ce que peut apporter ce genre d'expérience, où là clairement un personnage de fiction sorti d'un classique d'animation a vraiment une apparence très fidèle à sa version d'origine, et donc j'ai extrêmement hâte de le voir interagir avec les visiteurs, et je trouve que c'est une idée absolument merveilleuse, et j'étais déjà amoureux des BDX. J'ai un petit peu moins aimé Herbie à Disneyland en Californie, mais c'était rigolo. J'espère que les Imagineers continueront à investir dans ce type de technologie. J'en ai d'ailleurs un peu parlé sur la chaîne, pourquoi d'un seul coup on a le retour de ce type d'expérience dans les parcs Disney après des années d'abandon de ce type d'éléments. Tout simplement parce que la concurrence est rude maintenant, qu'Universal propose ce type de rencontre aussi dans ses parcs, et surtout parce que l'argent est revenu. Moi je crois fondamentalement que le retour de Bob Iger il y a 2-3 ans commence à porter ses fruits, et on le voit bien, que ce soit au cinéma avec Zootopie 2, que ce soit dans les parcs à thème avec les travaux qui démarrent enfin massivement à Walt Disney World, on voit que la dynamique reprend, sauf qu'on était jusqu'alors dans une traversée du désert, bien qu'il était de retour à la tête de l'entreprise, mais c'est des transformations qu'on mène sur 5, 10, 15 ans. Ils ont aussi parlé des expériences de restauration, on connaît enfin le nom du restaurant principal de la zone, qui sera donc un fast-food, le Nordic Crowns Tavern, et donc la décoration à l'intérieur du restaurant retracera l'histoire du royaume et de sa famille royale à travers des galeries de tableaux et de nombreux objets décoratifs. C'est tout con, mais les galeries de tableaux, j'ai remarqué, ils sont de plus en plus fans de ça en Imagineering, mais c'est vrai que j'adore. Vous avez aussi la galerie de tableaux du Royal Banquet qui est très réussie et qui m'avait marqué, et j'avais été aussi bluffé par une galerie de tableaux dans le château de Shanghai Disneyland à Shanghai, comme son nom l'indique. Enfin, ça fonctionne évidemment très bien. Voilà pour le World of Frozen. Ils ont aussi parlé des produits dérivés,
des boutiques. Vous savez que je suis moins fan de tous ces trucs-là, donc je peux pas trop vous en parler, je suis moins expert. Donc on va parler un peu de ce qui a été annoncé autour du World of Frozen, parce que c'est toute une zone entière qui ouvre, hein. Pour rappel, le parc va doubler de superficie, et c'est vrai qu'il y a une sorte d'incompréhension, hein. Je le comprends complètement sur les réseaux sociaux, même sur ma chaîne YouTube, en commentaire, tout le temps, mais tout ça pour une attraction? En fait, pas vraiment. C'est pas pour une attraction que tout cet argent a été mis. En réalité, cet argent a été mis pour reconfigurer entièrement le parc. Et l'argent a principalement en fait été mis pour mieux agencer le parc. Percer cette avenue principale, créer ce lac, ensuite ajouter de l'espace en fait pour des prochaines zones thématiques, repenser des séquences d'entrée comme celle du World of Pixar, comme celle du Marvel Avengers Campus qui sera aussi connecté à ce lac, rajouter des points de restauration, en faire un vrai parc pour une journée entière, ce que n'était pas jusqu'alors le Walt Disney Studio et ce qui va peut-être devenir grâce à toutes ces nouveautés. Et finalement, il y en a beaucoup des attractions Walt Disney Studio, il y a même parfois trop de spectacles, je dirais même aussi. Ce dont on manquait, c'était de place, de meilleures thématiques et d'une meilleure façon de circuler. Mais alors par contre, le problème de ce nouvel agencement, c'est que désormais, il fait très vide, puisque la majorité des anciennes expériences sont concentrées vers l'entrée, le milieu du parc. Donc, avant l'arrivée de la zone Roi Lion et probablement d'autres zones thématiques dont on va reparler juste après, eh bien, il y aura aussi des activations autour du lac qui seront notamment pensées par la team spectacle. On a appris d'ailleurs aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, qu'il y aura aussi le déplacement ou l'installation de chalets gourmands dans l'esprit de ceux qui sont déjà installés au rendez-vous gourmand du Walt Disney Studio. Et ça, c'est une très très belle idée parce qu'il y a beaucoup d'espace et donc beaucoup de points tout simplement pour se restaurer en plein air. Et donc, tout autour du parc, il y aura des animations avec Mickey et Minnie en rencontre avec leurs nouveaux habits inspirés de l'Art Nouveau, qui est donc cette thématique générale pour Disney Adventure... pour Disney Adventure Way et B, pardon. Et puis ensuite, il y aura le spectacle Disney Cascade of Light. Alors, ça y est, que j'ai vu en entier. Le Disney Cascade of Light, oui, vous pouvez le voir quasiment en entier si vous allez sur YouTube, parce qu'il a leaké, donc vous pouvez voir à peu près le temps du spectacle, les différentes figures, la pyrotechnie qui est utilisée. Un peu plus court que les autres spectacles nocturnes de Disneyland Paris, mais très très hâte de voir ce que ça va rendre. Et puis j'espère un peu plus d'audace créative dans ce second parc où en principe on est plus libre pour traiter de thématiques un peu plus large que celle qu'on peut explorer sur le château avec les classiques d'animation et Pixar. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne, avec bien sûr les drones aquatiques, donc c'est-à-dire ces drones qui vont décoller depuis la surface de l'eau, d'après ce que j'ai compris. Et puis une configuration un peu à la Epcot, où tout le monde sera autour du lac avec plein de points de vue possibles pour découvrir ce spectacle nocturne. Donc vraiment très très hâte de voir enfin le resort avec 2 spectacles nocturnes différents. Et puis autour d'Adventure Bay, vous aurez aussi la nouvelle attraction Réponse, dont le nom a été dévoilé. Ça va s'appeler Réponse Tangled Spin, donc des tasses sur l'univers de Réponse. Alors ce ne sont que des tasses, c'est un petit flat ride. C'est vrai qu'on était un peu déçus encore d'un flat ride au Walt Disney Studio, mais il faut reconnaître que la thématique est absolument magnifique et le point fort de l'attraction, c'est cette immense fresque qui est au-dessus des lanternes et qui est absolument somptueux. Et je pense qu'aussi de nuit, c'est une attraction qui sera magnifique. Il faut reconnaître que c'est très réussi dans l'exécution. On se plaint du fait que ce soit un flat ride, mais enfin bon, des flat rides comme les tapis d'Aladin, c'est très très cheap, VS ce type d'attraction là qui est quand même mieux fini. Et puis de toute façon, il faut remplir cette zone thématique. Mais même au-delà des attractions, je pense surtout qu'il faut la remplir d'espaces couverts. Moi, je voudrais encore plus de boutiques, encore plus d'espace en intérieur, parce que c'est quand même assez peu couvert, cette avenue principale, cette balade autour du lac, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Pour vous donner une idée, la distance que vous allez devoir parcourir de Studio 1 jusqu'à World of Frozen, c'est celle que vous devez parcourir pour rejoindre le kiosque qui est devant le labyrinthe d'Alice depuis Main Street à peu près. Donc c'est une longue distance, mais sauf que depuis Main Street, vous pouvez passer par les arcades, par les passages secrets, vous traversez le château de la Belle au Bois dormant qui est couvert, en fait plein d'espaces couverts, mais de circulation, des espaces de circulation qui sont pas forcément des attractions, mais qui sont couverts, et c'est ce qui manque un peu ici, et donc j'avais imaginé quand même un peu plus d'intérieur. Et puis ils ont dévoilé aussi The Regal View, la nouvelle expérience de restauration majeure de la zone, qui sera donc un espace de restauration sur l'univers des princesses Disney, mais qui répondra principalement à la thématique Art Nouveau. Donc beaucoup de princesses Disney, mais je m'étais déjà un peu exprimé sur ce sujet-là. Mais par contre, je trouve que les intérieurs du restaurant sont absolument magnifiques. Vraiment, il y a des... comme son nom l'indique, c'est un restaurant qui offre une vue absolument incroyable sur le World of Frozen, mais même au-delà de ça, les intérieurs sont absolument bien travaillés. Enfin, il y a des touches d'art déco, d'art nouveau un peu partout, c'était
magnifique. Mais il y a un petit truc que j'adore d'ailleurs, c'est que dans le bar, ça va rendre hommage aux compagnons des princesses Disney. Je trouve que c'est un super clin d'œil, comme Pascal par exemple, ou Mouchou, que j'adore, qui est un de mes personnages Disney préférés, ou Hey de Vaiana. Donc pour rappel, il y aura aussi les jardins anglais, les chalets dont on vient de parler, qui ont été officialisés aujourd'hui par DLP Works. Donc vous voyez quand même beaucoup de choses, et puis donc toutes les activations du Disney Music Festival. Donc par exemple, il y aura le band de Mary Poppins dans les jardins anglais, vous allez avoir aussi Réponse et ses troubadours qui reviennent, le band de Minnie qui va aussi probablement défiler sur l'avenue principale. J'étais déçu qu'il n'y ait pas une nouvelle parade. Il y avait cette cavalcade bien sûr sur l'eau avec les personnages Frozen, mais pour moi ça manque d'une belle parade en fait de jour, même si la stratégie en ce moment c'est de pas forcément déployer des parades dans les seconds parcs Disney, en tout cas en Occident, mais c'est vrai que en ce moment ils ont quand même Better Together à Disney California Adventure, et je me dis qu'une parade comme ça l'été, ou même un Million Splash of Color l'été à Adventure World, moi je trouverais ça très bien, hein. Donc voilà, j'ai volontairement survolé l'extension, le reste de ce que j'avais à dire sur l'extension. Il faut que je vous parle brièvement de la rumeur du land Avatar, parce que alors ça vraiment, oh là là, l'extension Avatar, c'est quand même incroyable cette histoire. Et si vous saviez, mais si vous saviez tous les messages que je reçois, pas forcément de vous d'ailleurs, pas des abonnés, mais si tu savais la réalité derrière, mais qui en fait disent tout et leur contraire. Et alors la rumeur Avatar, j'en suis déjà presque fatigué. C'est quand même incroyable cette histoire, ça a un peu gâché en fait la fête, hein, parce qu'on s'est fait prendre à partie sur ce sujet-là, alors que c'était pas du tout le sujet que je souhaitais traiter d'abord, surtout que c'était vraiment un leak qui me paraissait complètement improbable. Donc vous l'avez suivi, un document de travail a été dévoilé sur le spectacle Cascade of Light, sur lequel est indiqué Na'vi à un endroit, alors qu'à d'autres endroits vous avez par exemple marqué Racer, ou à un autre endroit vous avez marqué Frozen, bref, en fait vous avez des allusions aux zones thématiques qui sont tout autour de l'installation, et donc vous avez marqué Na'vi à un endroit, dans une zone qui semble correspondre à celle de Cars Road Trip, du moins en partie, et donc beaucoup de monde y a vu en fait le leak d'une zone Avatar, d'une potentielle zone Avatar. Et alors là, vraiment, il faut que je vous fasse les backstage de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai été inondé de messages, d'abord de mes amis, d'abonnés, en mode « Mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu vas en parler ?» Je sors la vidéo, ensuite tout le monde vient de voir en me disant « Tu n'en as pas parlé ?» Il y a même en commentaire des personnes qui l'ont un peu reproché. Mais je ne pouvais pas croire qu'une telle gaffe ait été faite. Et puis plus le temps est passé, plus on a vu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Enfin, des théories tout aussi plus farfelues les unes que les autres qui me font penser que c'était vraiment une bourde, même si le gars qui présentait a dit oui, regardez, il y a des easter eggs dessus, mais en fait, c'est pas possible qu'une bourde pareille ait été laissée. Alors ils peuvent l'avoir relu en se disant que Na'vi voulait pas forcément évoquer les Na'vi du monde d'Avatar, mais enfin quand même, ça prête à confusion, c'est quand même un terme et un mot qui fait très très référence à l'univers du monde d'Avatar. Et puis alors après, le backstage de tout ça, c'est que j'ai décidé de le traiter en vidéo, et derrière je reçois le double de messages de gens, détectives en herbe, qui sont cast members ou pas, qui ont des sources ou pas, enfin bref, je vous passe les détails, et qui veulent tous m'expliquer la vraie raison qu'il y a derrière. Et c'est la première fois sur un sujet où vraiment j'ai pas un faisceau suffisamment fort d'indices ou de témoignages qui me font pencher vers une théorie plus qu'une autre. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Comme le fameux Na'vi, non mais ça veut dire navigation parce que c'est par là que les barges arrivent. Oui, pas faux. Mais enfin bon, s'ils ont quand même laissé Na'vi en pensant que ce serait navigation qu'on lirait, alors que tout le monde allait évidemment penser que c'était Na'vi d'Avatar, enfin c'est quand même aussi gros que le leak en soi, tu vois. Tellement c'est... Enfin, ce serait fou de ne pas avoir pensé à ça, quoi. Et puis il y en a qui pensent que c'est vraiment volontaire, il y en a beaucoup qui pensent que c'est volontaire et que ça fait partie de l'orchestration de la communication. Et là-dessus, je suis sûr que non. Vraiment, je peux pas croire une seule seconde que Imagineering ait laissé passer un truc pareil. De toute façon, ça pourrait pas être Disneyland Paris dans le cas d'un Pre-7 sur le World of Frozen. Non, c'est pas possible. Vous avez le 12 avril pour les annonces de nouvelles attractions. Maintenant, vous avez aussi la D23 qui reste quand même la voie royale pour annoncer ce genre de truc. Donc il faudra bien sûr être très attentif à la D23 de cette année. Enfin, moi je me rappelle pour l'extension de 2018, c'était pas sur un Discord ou sur un leak comme ça qu'on avait appris l'extension. Non, c'était Bob Iger qui était venu avec ses concept art qui avaient été développés en Californie, rencontrer Emmanuel Macron, et c'était depuis l'Elysée qu'on l'avait appris. Donc il y a quand même une protection de ce genre d'informations, et c'est pas là comme ça qu'on pourrait l'apprendre. Alors de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre sur ce genre de document de travail, c'est que le développement d'un spectacle comme ça, il n'a pas démarré il y a 2 mois, quoi. Donc déjà, ça a démarré il y a plusieurs années. C'est un spectacle qui est conjointement imaginé, c'est-à-dire que vous avez la team spectacle d'un côté et puis de l'autre Imagineering qui doit tout valider par rapport
à ce qu'ils veulent garantir comme unité créative, enfin bref, je passe les détails. À l'époque, on leur a peut-être dit que c'était ça qu'il allait avoir à côté, et donc ils pouvaient s'en servir comme d'un point de repère. À mon avis, ils n'avaient pas plus d'informations que ça. C'était peut-être même eux-mêmes qui supposaient que ce serait ça, et donc ils ont mis ça. Peut-être qu'effectivement c'est du jargon technique qui nous échappe, mais encore une fois, si c'est du jargon technique qui nous échappe, il faut surtout pas laisser un mot qui peut prêter à une telle confusion. C'est surtout ça, moi, qui m'interpelle dans ce doc-là. Donc je suis partagé. Et puis après, il faut faire appel au bon sens et de ce qui se passe en ce moment autour de la licence Avatar. Et donc évidemment que l'arrivée d'une zone Avatar à Disneyland Paris, c'est même plus qu'une rumeur, puisque Bob Iger lui-même disait qu'il cherchait à déployer la licence en dehors du territoire américain. Je pense qu'il pensait notamment aux parcs asiatiques parce qu'il les a cités, et évidemment il a imaginé pour Shanghai Disneyland l'arrivée du World of Pandora, c'est quasiment sûr. Par contre, Disneyland Paris, peut-être pas tout de suite, j'en sais rien, mais je vois pas cette licence ne pas arriver, alors qu'il y a Universal Bedford qui arrive, alors que vous avez des licences concurrentes qui vont peut-être se déployer, alors qu'on a des parcs régionaux qui sont de plus en plus forts. Il y en a qui l'ont souligné en commentaire, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il faut pas oublier que les parcs régionaux, aussi petits soient-ils, ils grossissent, et ils grossissent en prenant des parts de marché, tout simplement. Elles sont toutes petites, ces parts de marché, mais ils les prennent. Et puis surtout, Disney les récupère jamais. Donc c'est quand même un problème aussi, même si la croissance du nombre de visiteurs à Disneyland Paris est rassurante, il faut pas se reposer sur ses lauriers comme Disneyland Paris l'a fait pendant des années. Donc évidemment, la zone Avatar, ce serait un moyen de plier le game en quelque sorte, une bonne fois pour toutes pour eux. Donc voilà ce que je pensais pour la zone Avatar. Je vais pas en dire plus, je pense que la vidéo résumait assez bien ma pensée. Donc j'y crois, mais pas parce que j'ai vu ce truc-là, tout simplement parce que c'est un peu le cours normal des choses. Bon, écoutez, là c'est le moment de sortir son nœud papillon, de prendre la plus belle veste que vous avez. Je vous invite à la remise de prix des Park Fan Awards. C'est parti. Alors là, vraiment, je suis un fan de cette cérémonie. Je trouve ça génial que Parc Actu ait pensé à ce truc-là. Alors, en fait, ils ont pas non plus inventé le concept de la remise de prix dans les parcs à thème, mais c'est la façon dont ils le mettent en avant, dont ils le mettent en scène, et à quel point c'est axé et valorisé par et pour les fans. Et à quel point maintenant il y a des retombées presse sur cet événement qui, me semble-t-il, avait débuté au Futuroscope. J'avais participé à celui de l'année dernière au Jardin d'Acclimatation, et là j'ai adoré faire celui-là au parc Astérix, en présence notamment de la directrice du parc en matinée. Vous aviez plein d'activités toute la journée, et puis vous avez cette remise de prix. J'ai croisé beaucoup d'entre vous lors de cette journée qui était absolument incroyable. Vraiment, les coaster fans, les parcs fans, c'est vraiment une superbe ambiance, j'adore. C'est très bon enfant. Et donc, cette année, il y avait des nouvelles catégories. Et il y avait le même système que l'année dernière aussi pour le vote, donc 50% de part de voix au jury, et ensuite le reste des votes sont attribués au public. Et donc au début on départage aussi différents lauréats potentiels, c'est-à-dire qu'en gros je vais vous dire qui a gagné quoi, et je vais vous dire ce que j'avais voté. Et vous me dites en commentaire, si ça vous dit bien sûr, pour qui ou pourquoi vous auriez voté. Il y a des choses qui sont très logiques, dans la majorité des cas, dans je dirais 60-70% des cas, je suis assez d'accord avec les résultats. Il y a des résultats que je peux moins bien juger parce que c'est des expériences que j'ai pas forcément eu l'occasion de tester cette année. Et enfin, il y a des résultats avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord, ou en tout cas qui m'ont un peu tracassé, mais on va en reparler ensemble. Et on commence par la meilleure expérience de restauration de France. Alors déjà, parmi les lauréats, vous aviez le Walt à Disneyland Paris, le Space Loop au Futuroscope, les Fastes du Nil au parc Astérix, la Table des Ambassadeurs au Puy du Fou, et enfin vous aviez Erizo à Nigloland. Alors le gagnant c'est Erizo à Nigloland, donc vous vous doutez, j'ai pas pu voter pour eux parce que j'ai pas testé cette expérience, donc c'est ce qui peut aussi fausser un peu parfois nos votes bien sûr, même si j'essaie toujours de le faire avec un maximum de recul, donc si j'avais entendu parler de l'expérience ou si j'avais consulté une review, j'aurais peut-être pas voté de cette façon, mais malheureusement j'en ai pas entendu parler. Pour tous les autres, je connaissais, au moins de nom. J'ai testé d'ailleurs les Fastes du Nil ce week-end-là, le samedi où j'étais au parc Astérix. Incroyable. Toute la thématique de la nouvelle thématique de la zone égyptienne, son extension, et d'ailleurs le fait que ça continue encore, je trouve que c'est une super idée parce que c'est tout simplement la plus belle zone du parc. Pour autant, c'est pas forcément pour cette expérience-là que j'aurais voté. Pour moi, il y a deux grandes expériences de restauration dans cette liste. Vous avez d'un côté le Walt à Disneyland Paris, qui est vraiment une expérience adressée aux fans Disney, aux fans de parc à thème. C'est quand même l'une des très rares expériences de restauration dans un Main Street à l'étage, une expérience qui vous permet de voir la parade, une superbe carte dont le prix reste encore
disons, raisonnable comparé à toutes les augmentations scandaleuses des autres zones du resort. Néanmoins, il me semble que j'ai voté pour le Space Loop. Tout simplement parce que c'est un type d'expérience de restauration que vous ne pouvez pas retrouver dans la réalité ou très rarement, un type de restauration que j'avais testé aussi bien sûr à Europa Park et dans la thématique générale du Space Loop, du Station Cosmos que j'adore. Ensuite, vous avez la meilleure expérience hôtelière de France. Alors les lauréats, c'était Station Cosmos, au Futuroscope, la Savannah Réserve, au PAL, les Quais de Lutèce, au Parc Astérix, le Grand Siècle au Puy du Fou et le Cabayana à Nigloland. Alors, il y en a vraiment un que je connais pas bien du tout, qui est le Savannah Réserve, au PAL. Tous les autres, je les connais assez bien, en tout cas, je les visualise, je les ai testés pour la plupart d'entre eux, donc Quai de Lutèce, Grand Siècle, j'y ai dormi, Station Cosmos, et alors moi, sans aucune hésitation. Et là, vraiment, j'affirme mon vote, et là, pour moi, c'est la première grande injustice de ce concours de Park Fan Award. J'ai voté pour Station Cosmos. Les coaster fans, et c'est normal, sont très attachés au parc Astérix, et donc il y a une forte popularité du parc Astérix parmi les votants, et en même temps c'est logique, hein, le parc Astérix a une superbe dynamique et personne peut les traiter d'imposteurs. Néanmoins, sur les expériences d'hôtel, pour moi, la plus belle expérience d'hôtellerie, c'est Station Cosmos, à tout point de vue, à la fois en termes de prix, en termes de décor, en termes même de restaurant. On parlait du Space Loop à l'instant. Le Station Cosmos, c'est l'expérience de fan ultime, en plus fan de SF que je suis. Pour moi, c'est l'expérience ultime, c'était mon rêve absolu. Je me souviens même avoir vu des tweets de gens qui disaient, vous savez, vous avez le Station Cosmos qui est comme l'hôtel Star Wars, mais c'est 2000 € de moins si vous voulez le faire en France, c'est tout aussi bien. Et bah oui, je confirme, c'est tout aussi bien. Et en plus, désormais, l'hôtel s'intègre encore mieux avec l'aquascope, avec la nouvelle séquence d'entrée du parc. Oh, franchement, j'adore le plan de relance du Futuroscope. Après, c'est peut-être cette thématique future SF qui m'attire et qui me fait kiffer. Les Quais de Lutèce, qui me semble-t-il a gagné, je vais vérifier tout de suite. Oui, les Quais de Lutèce, c'est encore eux qui ont gagné. Bon, c'est absolument magnifique, mais c'est marrant, j'adore les Quais de Lutèce, mais c'est pas du tout mon hôtel préféré développé par Thierry Rétif. C'est Station Cosmos déjà, mais je trouve qu'il a fait encore des plus bels hôtels que ça au Puy du Fou qui n'ont pas été forcément cités. Donc je comprends le résultat, encore une fois, les Quais de Lutèce c'est magnifique et c'est vraiment la plus belle expérience pour l'instant d'hôtel du parc Astérix, mais je l'aurais mis en deuxième position. Bref, c'est les goûts et les couleurs, on se respecte. Pour ça d'ailleurs. Ensuite, il y avait le meilleur événement saisonnier de France. Donc, vous aviez Peur sur le parc au parc Astérix, vous aviez Niglowin à Nigloland, le Noël enchanté de Disneyland Paris, le Noël gaulois du parc Astérix et le Disney Music Festival. Alors, le gagnant, je vérifie tout de suite, mais j'en suis quasiment sûr de tête, c'était Peur sur le parc. Effectivement, c'était Peur sur le parc qui l'a emporté. Bon, là, c'est la logique. Il me semble que j'ai voté pour ça aussi. Après, je tiens à souligner le grand succès du Noël gaulois. Là encore, je l'ai redécouvert cette année et il faut reconnaître que la transformation du parc à Noël est assez spectaculaire, surtout que le parc lui-même se transforme dans le cadre de ses agrandissements. Donc c'est une vraie prouesse de transformer le parc en si peu de temps et d'aller sur des saisons, parce que c'est quand même pas le cœur d'expertise en principe des parcs de la Compagnie des Alpes vs Disney, en fait, qui ne fait quasiment que ça en fait de l'événement saisonnier. Et le Disney Music Festival mérite pas la première place, clairement pas. Tout simplement parce que c'est une saison qui déjà était au rabais en termes de durée, puisqu'elle démarrait beaucoup plus tard que Million Splash of Color, parce qu'il n'y avait pas de parade, et surtout, encore une fois, c'était des divertissements. Moi, je me suis beaucoup amusé au Music Festival, hein, notamment le spectacle de fin était vraiment spectaculaire, mais la plupart de ces spectacles étaient en fait des spectacles qu'on avait tous les jours avant Disneyland Paris. Les bandes, les musiciens, live, oui, c'était le quotidien Disneyland Paris avant le Covid et avant l'arrivée de Natacha Rafalski. Bref, vous m'avez compris. Donc c'est normal que les gens n'aient pas souhaité récompenser ce festival-là, et donc il me semble quand même qu'il est arrivé en deuxième position, place logique. Alors ensuite, il y avait le meilleur roller coaster de France, le meilleur roller coaster familial. Parmi les nommés, vous aviez le Wild Buffalo, donc ça c'est une nouveauté, à la mer de sable que j'ai pas encore testé, le Pégase Express au parc Astérix, qui était pendant très longtemps mon coaster préféré au parc Astérix. Vous aviez ensuite Mission Bermude, et oui, puisque Mission Bermude est un coaster, bien qu'il mélange en réalité plusieurs genres, mais c'est quand même un bateau qui est sans cesse raccroché à un rail, donc c'est bien un coaster. Vous aviez Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, et vous aviez aussi Yukon Quad, Opal, que j'ai pas eu l'occasion de tester. Alors là, c'était
un peu plus compliqué de choisir parce que la présence de Mission Bermude me perturbait dans le classement, mais j'ai pris la décision, là, cette fois-ci, de voter pour Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. Je l'ai refait encore ce week-end. C'est lui qui a gagné d'ailleurs. Bon, j'étais surpris que Big Thunder Mountain l'emporte, vu le fait que Disney était un peu hué par les fans l'année dernière. Alors cette année, on avait l'interdiction de huer, mais disons que voilà, on connaît la popularité aussi des parcs Disney auprès des parcs fans, hein, qui lui reprochent beaucoup de choses et 80% du temps à juste titre. Mais pour ce qui est de Big Thunder Mountain et de roller coasters familiaux, bah oui, il faut le reconnaître, c'est l'un des meilleurs. Mais même au-delà de ça, c'est tout simplement le meilleur Big Thunder Mountain. Enfin, en Floride, il est très sympa, mais sans plus. En Californie, il est plus que moyen. Vraiment, vous n'avez pas des coasters familiaux de cette ampleur et de cette qualité dans les parcs Disney. Il y en a un autre que je mettrais presque au même niveau, qui est un coaster familial, enfin quand même un peu plus intense, je dirais, qui est à Hong Kong Disneyland et qui est dans la zone Grizzly, qui est une sorte de Frontierland revisité, mais sur la thématique des ours. Et là, ce coaster-là m'a quand même beaucoup plu. Ensuite, vous avez le meilleur roller coaster de France. La récompense pour celui qui est à sensation, enfin le meilleur roller coaster à sensation de France en 2025. Alors, parmi les nommés, vous aviez Toutatis, Osiris, Mystique, Mauka à Walibi-Rhône-Alpes et Alpina Blitz. Bon, en fait, là, le choix, il est très vite vu. Le critère, je pense que la plupart des personnes le placent sur les sensations, mais on ne recherche pas tous le même type de sensation. Moi, je place plutôt mon critère sur la machine. Quel est, aujourd'hui, le roller coaster qui peut se vanter d'avoir, en fait, la meilleure machine, le meilleur dispositif technique? Bah, c'est évidemment Toutatis, et c'est évidemment complètement logique. Vous n'avez pas meilleure machine, enfin, vous n'avez pas aucune machine de cette envergure aujourd'hui en France. Il faudra voir ce que Intamin va proposer avec l'ouverture du futur roller coaster de la zone Londinium au parc Astérix, mais qui à mon avis sera moins intense, donc ça restera Toutatis à mon avis le numéro 1 pour ce qui est de l'intensité, mais qui sera quand même plus immersif avec de l'intérieur, des effets spéciaux, des écrans. Ça, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je suis vraiment très heureux que le parc Astérix investisse dans les expériences en intérieur, avec à la fois ce roller coaster, mais aussi le parcours interactif proposé par Alterface. Et ensuite, vous avez la meilleure utilisation de la thématique. Parmi les nommés, vous aviez Sawmill à Fréperty City, Mission Bermude au Futuroscope, la maison de Niglo, superbe idée, à Nigloland, qui est un équivalent de Meet Mickey Mouse. Le défi du dragon au jardin d'acclimatation. Très belle thématique d'ailleurs, le défi du dragon. Là, je l'ai vu enfin en extérieur, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est Automatics au parc Astérix. Et alors, là, je vous avoue, c'est le trou pour moi. Je ne sais plus ce que j'ai voté. Alors déjà, j'aimerais dire que la thématique de Mission Bermude a été beaucoup critiquée, mais pour moi, en fait, on y est. Pour rappel, c'est quand même la première attraction en extérieur du Futuroscope. Ils n'ont jamais fait une attraction de cette envergure. Pour moi, la thématique, elle est plutôt bien respectée et elle fonctionne. Elle est certes un peu froide, elle est très béton à certains endroits, mais en fait, elle fonctionne par rapport à l'histoire qu'ils nous racontent tout simplement. Donc, j'ai pas été choqué par la thématique. Pour autant, je sais pas si j'ai voté pour ça. La maison de Niglo, comme je vous disais à Nigloland, je trouve que c'est une très belle idée. Et puis ensuite, vous avez cet Automatics qui l'a emporté. Et sur le coup, quand j'ai vu le résultat, j'étais surpris. Je sais pas si j'aurais voté pour cette Automatics pour la thématique. Non pas qu'elle m'ait dérangé, par ailleurs, parce qu'en fait, elle est très réussie, effectivement, que ce soit l'entrée de l'attraction, la beauté des véhicules, toutes les blagues dans la file d'attente, mais c'est pas du tout la meilleure thématique du parc Astérix. Loin de là. D'ailleurs, l'attraction, elle s'intègre de manière un peu particulière autour. Ça marche pas aussi bien que, on parlait tout à l'heure des fastes du Nil, ou de la zone égyptienne, ou même de la zone grecque, hein, toute la thématique de la file d'attente de Pegasus Express. Donc, je sais pas, ok, je comprends que ce soit lui qui ait gagné, mais je sais plus si j'ai vraiment voté pour lui. Pour moi, là, c'était difficile de départager. Ensuite, il y avait la meilleure nouvelle attraction de France dans la catégorie des plus de 3 millions d'euros. Parmi les nommés, vous aviez le White Buffalo à la mer de sable, que j'ai très hâte de tester. Vous aviez ensuite Trémor à la récré des Trois Curés. Vous aviez ensuite Mission Bermude au Futuroscope. Après, c'était cet Automatics au parc Astérix. Et enfin, le défi du dragon au jardin d'acclimatation. Là, le résultat était quand même beaucoup plus logique, enfin en tout cas beaucoup plus simple pour moi de trancher, mais ça sans surprise parce que je l'ai tellement dit, surtout en podcast si vous m'écoutez régulièrement, pour moi c'est Mission Bermude. Mission Bermude, c'est la meilleure nouveauté, c'est même presque la meilleure innovation technique des parcs dans le monde cette année avec ce qui s'est passé à Epic Universe. Et d'ailleurs ça y est, Mission Bermude ne sera déjà bientôt plus une exclusivité puisque le concept même de ce ride system a été acheté par Dollywood, qui est d'ailleurs un des meilleurs parcs à thème du monde que je rêve de visiter. En toute logique, c'était Mission Bermude qui l'a emporté. Je pense que c'était pas aussi évident dans l'esprit de certains, mais quand même c'est génial. Ce rafting là au début du parcours, le fait qu'il y ait une chute et qu'il y ait du parcours scénique, disons plus classique. D'ailleurs, Dollywood a acheté un Dark Ride, donc il y a une partie en intérieur sur ce qu'ils ont pris. Donc ils ont pris une version un peu plus évoluée du ride system. Je vous jure,
Vraiment, allez le faire et je pense que... Mais c'est aussi le fait que je sois fan de Dark Ride. C'est ça qui fait que cette attraction marche sur moi, c'est qu'elle reprend le rythme du Dark Ride et puis vous avez un peu plus de sensations. Enfin, vous voyez, elle mélange plusieurs idées qui pour moi se prêtent bien plutôt à ce qu'on fait dans les parcs à thème comme Disney ou Universal. Ensuite, vous aviez la meilleure nouvelle attraction dans la catégorie des moins de 3 millions d'euros. Dedans, vous aviez Totem à Papéa Park, vous aviez Tempête au Kodak Park, vous avez Sawmill à Frepertuis City, vous aviez ensuite Rabasca Indiana Canoë à Kingoland, et enfin la maison de Nigloland. Alors écoutez, là aussi pour moi le choix a été très vite fait. Bon, j'ai peut-être un peu hésité avec la maison de Nigloland parce que je trouvais le concept sympa. On voit pas ce genre d'expérience en dehors des parcs Disney et parcs Universal, mais c'est évidemment Sawmill pour moi qui l'emporte parce que encore une fois, Frepertuis City, des petits budgets, mais une superbe utilisation de la thématique. Vous avez vu que d'ailleurs la mer de sable n'a pas remporté les différents prix dont on parle depuis tout à l'heure. Frepertuis, c'est un parc qui est magnifique et c'était logique bien sûr qu'il l'emporte et ça a fait l'unanimité dans la salle. D'ailleurs, c'est le moment où les gens ont le plus applaudi. Ensuite, vous aviez le meilleur nouveau show de France. Parmi les nommés, vous aviez le Totem Magique à Kingoland, l'épée du roi Arthur au Puy du Fou, Disney Tales of Magic à Disneyland Paris et Créature à Papéa Park. Alors là, j'ai été très tourmenté. Mais en fait, il faut avoir un peu de bon sens parfois. Pour moi, le meilleur nouveau show des parcs à thème cette année, c'était bien sûr Disney Tales of Magic. Et c'était très dur pour moi de voter ça parce que j'attendais beaucoup du Puy du Fou cette année. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que le meilleur show cette année, ce n'était pas l'épée du roi Arthur. Néanmoins, en termes de dépassement technique et d'investissement technique et technologique, c'est pour moi le Puy du Fou qui s'est démarqué. Parce que personne n'a eu l'idée avant eux d'investir dans une telle infrastructure pour un spectacle de parc à thème. Avec, vous savez, cette scène immense qui se soulève dans le vide. Donc c'est évidemment Disney Tales of Magic qui a gagné. Mais quand vous regardez l'épée du roi Arthur, il y a plus d'innovation, enfin il y a plus d'audace, disons, technique dans ce spectacle-là, avec l'arbre robot, avec la façade animée, avec cette scène qui se soulève dans le vide. Donc ça a été très dur pour moi, mais vous savez, même si je ne suis pas un grand fan de Disney Tales of Magic, c'est pas mon spectacle du tout Disney préféré, même si je le préfère à Disney Illumination, j'ai quand même voté pour lui, parce qu'en termes d'exécution et en termes de ce que ça procure sur le public, en termes de réaction, même au-delà des gens qui sont pas forcément fans Disney, donc c'est-à-dire des amis qui sont extérieurs, m'ont quand même dit que c'était un spectacle qui les avait marqués, donc je reconnais que le prix peut tout à fait aller à Disney Tales of Magic. Tales of Magic, l'année dernière c'était Sky Electrical Parade, donc la team spectacle de Disneyland Paris confirme sa bonne place dans l'univers des spectacles de parcs à thème. Ensuite, vous aviez le meilleur parc aquatique de France. Alors, parmi les nommés, vous aviez Aquascope, Aquamondo à Village Nature Paris, Oglis Park, Pirate World et Wave Island. Alors là, parmi ces lauréats, j'en ai fait que 2. Donc, l'Aquascope au Futuroscope et l'Aquamundo à Village Nature Paris. Alors, je comprends toutes les frustrations qu'il peut y avoir autour de l'Aquascope, parce que j'entends les retours, les critiques qu'il peut y avoir, notamment sur le temps d'attente de certains toboggans. C'est un petit parc aquatique en intérieur, qui d'ailleurs ne nécessite pas forcément de faire une journée entière, mais à condition bien sûr d'y aller à une période où il n'y a pas trop de monde à l'intérieur. Mais encore une fois, parmi tous les parcs là qu'on vient de citer, Aquascope est le plus innovant, notamment pour tout cet espace immersif dans le noir, avec ces interactions qu'on peut avoir dans l'eau, ces salles de spectacle où les décors un peu s'animent autour de nous. En fait, cette sorte d'atelier des lumières, mais dans l'eau, une audace créative dans ce parc qu'on ne retrouve pas dans les autres, même si je trouve que Aquamundo est très très beau, mais pas du tout du niveau thématique de l'Aquascope, donc c'est encore logique que ce soit l'Aquascope qui l'emporte. Ensuite, vous aviez le meilleur parc d'attractions de France, donc dans la catégorie des moins de 300 000 visiteurs, donc vous aviez le parc du Bocas, la récré des Trois Curés, Kingoland, Frepertuis City, et donc bien entendu c'est Frepertuis City qui l'a emporté. Ensuite vous aviez le meilleur parc d'attractions de France, alors cette fois-ci dans la catégorie des moins de 1 million de visiteurs, et dedans vous aviez Walibi Rhône-Alpes, Vulcania, Cœur sur Toi, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps, Vulcania c'est le parc de mon enfance, je suis probablement un des visiteurs qui a le plus visité Vulcania, à une époque j'y allais quasiment 20 à 30 fois par an, mais j'habitais juste à côté, enfin en tout cas mes grands-parents habitaient juste à côté, ils y habitent toujours d'ailleurs, et vous voyez c'est marrant, j'ose pas y retourner à Vulcania par nostalgie, parce qu'il y a plein de souvenirs d'enfance qui remontent, et je peux très vite devenir mélancolique, mais c'est un parc qui est dans mon cœur, voilà, qui a pas forcément tout le temps fait les bons choix, et j'étais très content de l'arrivée du nouveau coaster, que j'ai pas pu tester d'ailleurs, mais voilà, donc Vulcania, un parc très particulier qui passe aussi des beaux messages sur la nature, sur les forces de la nature et le rapport de l'homme aux grands éléments naturels. Et puis dans le reste du classement, vous aviez aussi Walibi Rhône-Alpes, Nigloland, Le Pal, la mer de sable. Bon, là en toute logique,
hein, c'est normal, c'est Nigloland qui l'emporte, à peu près pour les mêmes raisons que Frépertuis, c'est-à-dire parfois des étiquettes, mais surtout un souci de l'intégration, un souci de la famille. En plus, il paraît que Niglowin était excellent cette année, ça a été, c'est Rafi qui m'en a parlé, il m'a dit que vraiment c'était une des meilleures saisons qu'il avait fait dans un parc à thème, donc comme quoi c'est marrant, on pense pas forcément à Nigloland pour les saisons, donc un parc à surveiller de près et qui à mon avis, d'ailleurs passera un jour ce palier symbolique du million de visiteurs, ça arrivera, vous verrez un jour je pense. Et enfin, le meilleur parc d'attractions de France, alors dedans vous aviez Parc Astérix Futuroscope, Parc Astérix Puy du Fou et Walt Disney Studios. Donc vous voyez, en tant que fan Disney, je n'ai pas voté pour les deux parcs Disney, je n'ai pas voté non plus pour le parc Astérix. Et oui, j'ai voté pour le parc qui est arrivé en deuxième position. Donc parc Astérix l'a emporté, meilleur parc attraction de France. C'est logique à la fois parce que la communauté des parcs fans est aussi très très fan du parc Astérix, parce que c'est celui qui s'adresse le plus aussi aux fans et qui se développe le plus rapidement et de manière la plus pertinente. Après, cette année, pour moi, ce n'est pas l'année où le parc Astérix est le meilleur parc à thème de France. Pour moi, il méritait ce prix au moment de l'ouverture de Toutatis. Moi, je trouve que depuis l'ouverture du Mime et l'Étoile au Puy du Fou, eh bien, c'est lui le meilleur parc à thème. En fait, je me base sur plusieurs choses. Sur la qualité de l'immersion, qui est absolument parfaite dans ce parc. La qualité du storytelling, des spectacles, bien sûr, même si c'est justement qu'un parc de spectacle, ce qui peut expliquer aussi qu'il soit en deuxième position. Je me base aussi sur la qualité de la nourriture. Aujourd'hui, le Puy du Fou, c'est un des parcs à thème en France où vous mangez le mieux et pour le moins cher. De manière générale, il y a une politique du prix au Puy du Fou qui est complètement décorrélée de la dynamique qu'il y a à Disney. Et puis même, globalement, la qualité de l'expérience de visite, le prix des fast-pass. C'est un parc où vous ne subissez pas le développement, c'est-à-dire donc les travaux comme il peut y avoir à Disneyland Paris, où vous ne subissez pas les problèmes techniques. Il y a très peu de spectacles qui sont en mode B ou qui vont pas fonctionner ou qui ne vont pas être donnés pendant une journée. La qualité du resort, on parlait des hôtels tout à l'heure. En fait, pour moi, le meilleur resort aujourd'hui de parc à thème en France, c'est celui du Puy du Fou. Enfin, c'est celui qui propose l'expérience la plus spectaculaire, avec, je dirais quand même, le Station Cosmos du Futuroscope. Et donc, c'est vrai que je trouve ça assez déroutant de ne pas voir dans aucun des prix le Puy du Fou. Mais forcément, comme ils n'ont pas de coaster, ils sont pas forcément nommés autant que les autres, mais on les retrouve pas non plus dans les expériences de restauration, on ne les retrouve pas dans les expériences d'hôtellerie, dans les prix. Franchement, le Mime et l'Étoile, c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Et puis surtout, c'est encore un des seuls parcs qui investit dans des technologies qu'on retrouve pas forcément dans les autres. Un peu d'ailleurs ce que j'ai aimé dans Mission Bermude, qui était un type de technologie qu'on retrouvait pas forcément ailleurs. Ah, ça m'a fait trop plaisir de faire ces Parc Fan Awards avec vous, de les revivre avec vous et de vous donner mon avis sur les différents prix. J'ai vraiment adoré cette édition 2025. Encore merci pour tous vos retours sur mes épisodes et quand je vous croise aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Vous savez à quel point j'aime le podcast. Je vais peut-être réfléchir à réduire le rythme d'épisodes à certaines périodes comme je l'ai fait là, parce que je veux que ce soit un plaisir et je veux pas me contraindre à prendre la parole si parfois je suis un peu fatigué ou démotivé. Ce que je peux contourner en vidéo, ce que je peux moins contourner en podcast, qui est un moment où je fais un peu moins de montage, où je me livre un peu plus, donc je vais être en bonne condition avec vous, et je veux que ce soit communicatif en fait, que vous sentiez vraiment que ça me fait plaisir de faire des épisodes avec vous. Là, je suis très content parce qu'en 2026, je réfléchis déjà à tout ce dont on va parler ensemble, je pense à mes épisodes perturbés, et je suis super heureux que vous ayez apprécié retrouver Rafi et Stéphane dans cet exercice. C'est pas forcément un exercice dans lequel on les imagine, mais en fait, en réalité, ils ont des choses hyper pertinentes et hyper intéressantes à dire sur ce format-là. Et je me réserve d'ailleurs aussi le droit de faire venir d'autres personnes, mais je vous en reparlerai. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle soirée, parce que là, c'est le soir quand j'enregistre, mais pour vous, peut-être une bonne journée ou une belle semaine si vous m'écoutez en voiture. Je sais que beaucoup m'écoutent quand ils vont au travail. On se retrouve très vite. Merci. À bientôt.